dans le cadre de la programmation orientée objet, nous allons aujourd'hui travailler sur une partie très importante, indépendamment de tout langage de programmation, ni donc de plateforme de développement. Nous allons parler de la conception orientée objet. Autrement dit, nous allons discuter un peu autour des concepts de base utilisés dans l'orienté objet. Alors, dans ce cadre-là, donc il y a une introduction. Nous allons parler de la notion d'objet, de classe, de méthode, après de l'encapsulation de données. Nous allons parler de la notion d'héritage et enfin la notion de polymorphisme. Nous allons traiter chaque partie donc dans une vidéo à part. On commence par donc l'approche orientée objet. Alors comme introduction et dans le monde de développement des applications informatiques, on peut noter deux types de programmation. Alors vous avez la programmation procédurale qui est faite à l'aide de langages traditionnels, linéaires, ou ce qu'on appelle programmation structurée. Donc, par exemple, comme langage, vous avez le Fortran, vous avez le Pascal, vous avez le C, etc. Et la programmation objet, qui se base surtout sur les objets et qui est faite à l'aide de langages orientés objets, par exemple le C++, le Java, etc. Alors, les concepts de développement sont cependant très différents par rapport au premier cas de la programmation procédurale ou la programmation linéaire. Alors, on peut noter que la différence entre un langage objet et un langage normal est que dans un langage objet, il possède toutes les caractéristiques d'un langage traditionnel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout langage objet se trouve un langage traditionnel, avec en plus un nouvel aspect qui est l'utilisation des objets. Par exemple, si vous prenez le compilateur C++, eh bien, on peut écrire des programmes C sans problème, sans écrire ou créer d'objets. C'est-à-dire qu'on peut développer en procédural dans un langage orienté objet. Un langage objet, par conséquent, peut être utilisé comme un langage procédural. Comme je viens d'expliquer, on peut écrire un programme C dans un compilateur C++. Mais ceci pousse à négliger ce nouvel aspect très intéressant qui est l'exploitation efficace des capacités de la machine dans le développement d'applications interactives et ergonomiques. Alors, dans l'élaboration d'une application informatique, en général, la programmation structurée ou bien la programmation procédurale s'intéresse d'abord au traitement, c'est-à-dire au programme. On écrit d'abord un programme et puis après, on s'intéresse aux données qui doivent s'adapter au programme. Alors que dans le cas de la programmation orientée objet, on s'intéresse aux données. Parce que ce qu'il y a de plus important dans la vie d'une entreprise, c'est les données et pas les programmes. Donc, d'abord, on considère les données par une modélisation du monde réel ou une encapsulation, ce qu'on dit une abstraction ou une modélisation du monde réel. Et puis, on va chercher quels sont les programmes qui sont associés donc, à ces données-là. Autrement, on associe ensuite les traitements aux données. Alors le programmeur, considère dans un premier cas les données qui sont, si vous voulez, utilisées dans son contexte. Et puis après, il cherche à élaborer donc ensuite un programme autour de ces données. On peut dire que à partir du monde réel et à travers un processus de modélisation ou d'abstraction du monde réel, eh bien, le procède donc à la recherche d'abord de données qui sont utiles pour
son contexte. Après, donc, une fois il a fait l'inventaire de toutes les données, eh bien, après, qu'est-ce qu'il va? Il va chercher les traitements qui vont s'adapter donc à ces données-là. L'élaboration d'un programme objet est très différente de celle d'un programme procédural. Le programme procédural est constitué d'une succession d'instructions à exécuter progressivement du haut vers le bas, les unes après les autres, avec des opérations d'affectation, des opérations de lecture, d'écriture, des appels de procédure et ou de fonctions, effectuant chacune certaines tâches. Un programme objet consiste en la modélisation des entités qui sont définies dans l'analyse du programme par des objets. Autrement, l'élaboration d'un programme objet passe par une phase de modélisation, donc du cahier de charge. Alors, il faut noter que toutes les notions fondamentales et les techniques que le programmeur a appris ou a utilisées en algorithmique ou en programmation dans un langage classique, traditionnel, il reste valable dans un langage objet. C'est-à-dire les instructions élémentaires, l'organisation des données telles que les tableaux par exemple, les enregistrements, les affectations, les lectures, les écritures, les déclarations, tout ça reste valable dans un langage objet. Cependant, la maîtrise de ces notions-là, ils permettent aux programmeurs de passer très vite aux nouveautés qui sont proposées par le langage orienté objet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre un langage orienté objet directement. On peut, mais on va perdre un peu de temps pour apprendre les techniques de programmation donc classiques. Dans tout langage objet, comme dans les langages traditionnels, on va trouver des constantes, des variables simples de type standard et des variables indicées de type tableau. On trouvera aussi des instructions simples telles que l'affectation, les instructions d'entrée, les instructions de sortie. On trouvera aussi les instructions composées telles que les instructions conditionnelles et alternatives, les instructions répétitives, etc. Donc, dans un langage objet, il y a quelque part, dans une partie de ce langage, il y a un langage traditionnel et donc les notions de programmation qui sont, donc si vous voulez, des acquis du programmeur, bien restent toujours valables. Notion d'objet. Alors, la programmation orientée objet, il s'appuie directement et principalement sur la particularité de l'utilisation des objets. Alors, dans un langage traditionnel, on utilise une variable qui possède un nom symbolique. Une variable, c'est un nom symbolique qui désigne un emplacement dans la mémoire. Cet emplacement a une certaine taille, appelée type de la donnée. Ce type peut être un entier, peut être un réel, un caractère, ou bien un booléen, etc. Alors, cette variable occupe un emplacement dans la mémoire qui est réservé et elle a une adresse précise. Par conséquent, une variable ne peut recevoir qu'une donnée. Alors, pour parler objet, il faut généraliser cette notion de variable en construisant une supervariable sous forme d'une structure de données qui est, comme un enregistrement d'ailleurs, qui est composé d'un ensemble de variables de différents types, comme une structure. Toutes ces variables caractérisent le même objet et tous les objets similaires doivent avoir les mêmes caractéristiques. Chaque variable qui caractérise un objet est désignée par un nom qui lui est propre et bien sûr un type. Les noms des différentes variables qui caractérisent un objet s'appellent propriétés de l'objet. Donc la première partie d'un objet consiste en la description des propriétés de l'objet. Les propriétés se présentent sous forme de variables
avec un nom symbolique et un type. Par conséquent, toutes les propriétés d'un objet doivent obéir aux mêmes règles qui s'appliquent aux variables normales dans un langage traditionnel. C'est-à-dire que une propriété d'un objet doit avoir le même comportement d'une variable normale. Quant à la déclaration, les conditions d'attribution d'identificateurs, de type, de taille, les règles d'affectation, la lecture, l'écriture, l'utilisation dans une formule, par exemple, de calcul, etc. Pour compléter un objet, donc nous avons parlé d'une première partie qui est composée de données ou bien de propriétés. Pour compléter l'objet, on doit intégrer au sein de la structure de l'objet un certain nombre de procédures et de fonctions qui agissent ou qui permettent d'accéder ou de modifier les propriétés de l'objet. Alors, ces procédures et fonctions s'appellent les méthodes. Alors, une méthode est une procédure, ou une fonction qui permet d'accéder aux données d'un objet pour pouvoir le lire, l'écrire, le modifier, etc. Donc, pour résumer, un objet se compose de deux parties principales. La première partie est une partie statique. Il consiste en un ensemble de données appelées propriétés. La deuxième partie est une partie dynamique qui consiste en un ensemble de méthodes. C'est la partie traitement qui est composée de procédures ou de fonctions. Alors, normalement, un ensemble d'objets similaires, donc un langage orienté objet utilise des objets, et un ensemble d'objets similaires, ça veut dire qui ont les mêmes propriétés et les mêmes méthodes, se regroupent dans ce qu'on appelle une classe. Dans un langage normal ou traditionnel, on utilise la notion de type, c'est-à-dire toutes les variables qui sont similaires, qui ont le même comportement, sont de même type. Alors, dans un langage orienté objet, on ne peut pas parler de type d'objet, mais on parle plutôt de classe d'objets. Donc, une classe, c'est quoi? Ce n'est autre que qu'un ensemble d'objets similaires qui ont les mêmes propriétés et les mêmes comportements ou les mêmes méthodes. Les classes sont des modules qui sont autonomes, qui accomplissent certaines tâches. Ces classes vont servir pour créer des objets par une opération particulière et fondamentale en programmation orientée objet. Cette opération s'appelle l'instanciation de classes. L'instanciation, c'est la création d'objets à partir de classes. Alors, on a dit classe, c'est des modèles autonomes. Alors, l'un des principes fondamentaux de la programmation orientée objet, c'est la réutilisation des codes. Autrement, on n'a pas, c'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir, nous écrivons une application et après, dans un autre contexte, on veut créer une autre application similaire à la première, il faut l'écrire complètement. Alors qu'ici, avec les classes, pour écrire une application, il suffit de chercher des classes similaires et de les modifier. Nous verrons par la suite comment. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser des classes qui sont écrites par d'autres personnes auparavant. La programmation orientée objet permet de développer des applications à partir d'objets, donc constituant des entités qui possèdent des propriétés, des méthodes et éventuellement des événements, dans le cas de la programmation événementielle qui exploite des interfaces graphiques. La classification signifie que les objets ayant la même structure de données, les attributs, et les mêmes comportements, les méthodes, donc les attributs, les propriétés, et les mêmes comportements, les méthodes, sont regroupés dans une classe. Donc, les objets d'une même classe possèdent le même comportement et ils ont les mêmes propriétés et les mêmes méthodes. Alors, en regroupant les objets en classe, on dit
qu'on fait une abstraction du problème. On abstrait le problème. C'est une modélisation. Autrement, le monde réel se restitue en un ensemble de classes. Par exemple, on peut donner un exemple. Pour gérer les études dans une école, on peut dire que l'école égale à étudiants plus enseignants plus salle de classe plus matériel. C'est-à-dire que on abstrait le monde réel en ces quatre catégories d'objets. Et donc, on peut dire qu'on a créé 4 classes qui sont l'étudiant, l'enseignant, la salle et le matériel. Et à partir de là, on peut créer des objets à partir de ces classes. Les définitions communes, par exemple, le nom de la classe et les attributs sont stockés une fois par classe plutôt qu'une fois par instance ou par objet. Les méthodes peuvent être écrites une fois par classe, donc c'est-à-dire que les procédures et les fonctions sont écrites une fois par classe. Alors, tous les objets bénéficient alors de la réutilisation du même code. En fait, tous les objets bénéficient de la réutilisation de la même procédure qui est décrite par classe. Par exemple, dans le cas de la géométrie, les cercles, ils partagent, chaque cercle a son centre et son rayon, mais ils partagent la même procédure de dessin, la même procédure de calcul de périmètre et de test d'intersection avec une ligne ou bien une droite. Une classe est un modèle utilisé pour créer plusieurs objets présentant des caractéristiques communes. Alors, chaque objet possède ses propres valeurs pour chaque attribut. Alors, chaque objet, donc il y a la définition de propriété par classe, mais chaque objet, il possède ses propres valeurs pour chaque attribut, mais partage les noms d'attributs et méthodes avec d'autres objets de la classe. Par exemple, une classe voiture peut être définie comme ayant un des attributs couleur et comme une méthode freinée, c'est-à-dire une propriété qui est la couleur de la voiture et une méthode qui est comment freiner la voiture. Les objets associés à la classe voiture peuvent être, par exemple, une voiture Mercedes rouge, Golf noir, etc. Ces objets ont les mêmes comportements, donc les deux objets, les deux voitures, ils ont le même comportement ou bien la même manière de freiner. Donc, on note une classe voiture. Ses attributs sont la couleur et le poids, donc les propriétés. Ces méthodes, comment accélérer et comment freiner la voiture. Par instantiation, on crée deux objets. Par instantiation, on crée deux objets. Le premier objet, c'est Mercedes de classe voiture qui possède les propriétés suivantes. Donc, couleur rouge, poids 1250 kg. Et on peut créer par instantiation encore donc une voiture Golf, couleur noire, poids 950 grammes. Donc on dit qu'on a créé deux instances de la classe voiture. Et c'est la fin de cette première partie.